Non, je vais quand même revenir sur les slides. Tadam, eh bien, on est parti. Et bien, si tout le monde est prêt, je propose de démarrer et de parler de Power BI, parce que vous êtes tous là au club Power BI à ce meetup, pour qu'on parle de ça. Et aujourd'hui, je pense que ça va être une session pas mal, assez pratico-pratique dans le DAX. Et bien sûr, tout ce qui est fonction temporelle, mais on va y revenir, hein. C'est Tristan et Mathieu Mamet que vous avez découvert lors du dernier meetup qui vont parler de ça. Mais le grand classique, hein, on commence par les règles d'usage. Donc, on vous demande de bien couper vos micros. La caméra, en fait, c'est comme vous voulez, hein, on n'a pas de soucis, c'est vous qui allez apparaître, hein. Pensez que c'est enregistré. Vous avez peut-être vu le bandeau passer, donc c'est bien enregistré. Donc, s'il vous plaît, coupez vos micros, coupez ou pas vos caméras. Utilisez l'espace de conversation pour poser vos questions. On est plusieurs à pouvoir y répondre, donc n'attendez pas forcément n'attendez pas forcément la fin. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. On saura les traiter au fil de l'eau ou alors les prendre à la fin. Donc voilà, interagissons, essayons de le faire le plus simplement possible avec les outils de notre quotidien maintenant, en l'occurrence Teams. Allez, un petit peu de news communautaire. Donc globalement, dans le chat, on a vu que pour la plupart, c'est pas votre premier Club Power BI. Donc, on va essayer d'aller assez vite, mais on se permet évidemment de faire un petit peu de promo pour expliquer ce qu'est le Power BI, le Club Power BI. Donc, pour ceux qui voient ça pour la 81e fois, désolé, mais bon, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, qui regardent ça en replay sur YouTube, on le remet. Donc, le Club Power BI, nous sommes finalement un club, une association, hein. Derrière, on est vraiment, on fait tout ça sur notre temps perso. Et il y a toutes ces personnes que vous voyez à l'écran qui sont derrière le Club Power BI. Aujourd'hui, vos deux hôtes sont Tristan et moi, qui avons fondé le club il y a maintenant, on n'a plus les stats, mais globalement 4 ans pour le coup. Et on a toute cette joyeuse troupe qui nous a rejoints pour justement faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de choses à vous proposer et d'avoir une certaine localité, même si maintenant on est tous online depuis 1 an ou presque. Mais l'idée, c'est quand même de cultiver une certaine localité. Il n'y a pas sur la carte, mais on a les gens de Bordeaux qui sont prêts à dégainer pour la communauté locale. Mais bon, dès l'instant où on pourra, ils nous rejoindront. Allez, une adresse à retenir, je l'ai montré tout à l'heure, c'est le site web du club Power BI, clubpowerbi.fr.com, ça marche sur les deux. Pourquoi vous devez retenir cette adresse-là? Tout simplement, il y a les meet-up. Ici, il y a le lien sur les meet-up. Normalement, vous êtes tous passés par meet-up pour arriver, globalement, pour avoir le lien, pour se connecter à cette conférence. Mais si jamais vous ne pouvez pas venir, ou si la prochaine fois ou autre chose, vous loupez, vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, c'est simple, il y a les replays, il y a la chaîne YouTube, il y a juste à cliquer sur replay, vous arrivez sur notre chaîne YouTube. Un forum en français actif, puisque c'est même maintenant les membres qui répondent aux membres, même si on a notre dégaineur fou de réponses, Guillaume de Lille, qui répond à pas mal de réponses. Donc c'est simple, l'URL est super compliqué à retenir. En plus, elle pourrait peut-être changer dans les semaines ou mois à venir. Donc le seul point d'entrée, c'est clubpowerbi.fr pour retrouver ça. Hop, non, ici, je vais revenir sur les slides. Et enfin, la dernière news communautaire, vous voyez, on va être assez court aujourd'hui sur ça. On vous annonce, donc retenez la date. En ce qui vous concerne, c'est plus de retenir cette date-là. La 4e édition du Power Saturday qui aura lieu le 5 juin 2021. Donc c'est une conférence, donc comme je viens de le dire, hein, c'est la 4e édition, donc c'est pas comme si c'était tout nouveau, tout beau, hein. On fait des conférences depuis un petit moment, donc là c'est la 4e édition, encore une fois 100% online, qu'on fait avec d'autres communautés, la communauté data, donc on va parler aussi un petit peu de data et d'intelligence artificielle avec eux, et la communauté AMS, qui s'occupe des sujets autour de Microsoft 365, Teams, le développement Office, etc. etc. Donc l'idée, c'est de vous packager une petite conférence. Là, je vous mets l'agenda qu'il y avait l'année dernière, en 2020. Sachez que globalement, c'est un condensé de sessions. Là, vous êtes à un meet-up, on est un petit peu plus à la cool, hein, tranquillement, c'est un after-work, ou des fois le temps de midi pour certains de nos meet-up. On est beaucoup sur l'échange. Là, on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus straight to the point, comme dit l'expression américaine, puisqu'on a des experts français, européens, francophones, internationaux, qui viennent partager par session d'1 heure
sur différents sujets. Donc là, vous avez des exemples de ce qu'on avait l'année dernière. Évidemment, on va réitérer certains de ces sujets. On ne va pas faire que du tout neuf. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de sessions. Hein. C'est souvent le dilemme de trouver, de voir le contenu. Ça devrait être enregistré, mais bon, on l'a pas encore décidé. Donc, le mieux, c'est quand même de venir directement à cette conférence. Il n'y a pas de lien d'inscription, mais vous pouvez aller sur powersaturday.com pour avoir, par exemple, l'agenda de l'année dernière ou quelques éléments. Le lien d'inscription devrait arriver, je pense, fin avril, je pense, pour le coup. Donc, retenez juste la date pour l'instant. C'est bien le 5 juin 2021 pour la 4e édition du Power Saturday. Et je termine avec juste une petite... après, oui, il y aura les prochains meet-up. Mais sur le Power Saturday, la dernière chose que je voudrais dire, c'est on a souvent une question, notamment les gens qui ne nous connaissent pas ou qui viennent de découvrir le club Power BI, qui disent mais le 5 juin, il a dû se tromper parce que ça tombe un samedi. Donc oui, ça s'appelle Power Saturday et ça tombe bien un samedi. Alors il y a les pour, il y a les contre. Quoi qu'il en soit, nous on fait des conférences depuis, alors avant les Power Saturday, il y avait les SQL Saturday. On fait ça depuis presque un peu moins d'une dizaine d'années, 8 ans, de faire des conférences le samedi. Et en fait, elles ont un énorme avantage, c'est que souvent on est en mode un petit peu plus détendu, un petit peu plus fun. On n'a pas le dernier rapport ou le mail à répondre avant 14 heures ou la propale à rendre avant la fin de la journée. Donc ça nous met dans des conditions où on est quand même beaucoup plus réceptif sur du contenu qui nous est partagé. Donc on revendique, c'est bien un samedi, ça s'appelle le Power Samedi, hein, le samedi puissant. C'est pas pour rien, c'est bien un samedi. Mais si vous ne connaissez pas les conférences le samedi, je vous recommande. Évidemment, hein, on ne vous demande pas de rester de 8h30 du matin jusqu'à 20h30 le soir, mais même venir pour une ou deux sessions, c'est toujours pas mal. C'est le dernier point que je voulais dire sur le Power Saturday. Et enfin, hop là, je reviens juste là. Non, revenons ici. Juste vous donner les 3 prochaines dates de nos meet-up. Donc, vous voyez qu'on enchaîne plutôt pas mal. Hein. Donc, dans la lignée de ce meet-up, et d'ailleurs, on les a intervertis pour ça. On a Lille avec Guillaume qui va nous parler des Calculation Group, qui, vous verrez, c'est vraiment une partie 2 de tout ce que vont montrer Tristan et Mathieu aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas fait trop de teasers, que je ne me suis pas trop avancé, Tristan et Mathieu, mais en tout cas, on l'a vu comme ça. C'est-à-dire que ce que vous allez voir aujourd'hui, vous allez voir le level 2, le niveau un peu plus avancé, le 22 mars, pour le coup. Ensuite, on aura le 12 avril. On va sortir un petit peu de Power BI, même si évidemment il y aura du Power BI au milieu, mais on va parler de Power Apps Portal, donc dans la Power Platform. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est, allez voir la descriptif sur Meetup, et puis sinon, venez voir pour apprendre. Et enfin, on aura un super Meetup le 23 avril. On parlera de cartographie. Donc, il y avait Marseille avec Joël qui avait déjà fait ça coupe un peu. Ah, bon. C'est peut-être moi, bientôt... hein, Jean-Pierre, hein, c'est peut-être moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça J'ai coupe un bientôt peu. fini dans tous les cas. Vas-y. Donc, C'était le pas pour que tu 23... t'arrêtes, hein. Comment? C'était pas pour que tu t'arrêtes, mais. Non, mais j'ai bien compris. Donc le 23 avril, moi, alors évidemment, je n'ai pas à vous dire qu'il y a des meet-ups qui sont mieux que les autres. Celui-là, on aura quand même un invité spécial. Alors, il sera en anglais pour le coup. Et on a James Dales, qui est MVP autour de Power BI. Et c'est simple, il a fait un custom visual. C'est lui qui l'a développé. Hein, donc, c'est son code à lui, qui s'appelle IconMap, qui est l'un des meilleurs composants de Carto. Donc, on parlera de Carto au sens large, mais surtout, on aura un joli retour d'expérience. J'ai eu la chance d'avoir en preview la session que fait James Dale, hein, qu'il a donnée déjà à Londres. On a vraiment une belle session en perspective, en tout cas, un bel invité. Après, évidemment, peut-être que la Carto, vous dites, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Dans ce cas-là, ne venez pas forcément. J'en ai terminé pour une news communautaire. Et on va passer au dossier, qui est les DAX et les fonctions temporelles. Et je coupe court à une question, et tu vois, je continue encore un petit peu à tenir le crachoir, Tristan. Je coupe court à une question, c'est que d'habitude, vous dites, bah mince, on fait les nouveautés. Alors, cette semaine, oui, presque cette semaine, en tout cas pour ce meet-up, aujourd'hui, on va zapper les nouveautés et on va passer directement au cœur du sujet. Pour faire des meet-up un tout petit peu plus courts. Et surtout, c'est que, en fait, vous avez vu, les meet-up, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs par mois, entre 2 et 3 par mois. Donc, les nouveautés ont été principalement traitées par nos confrères. Donc, on vous invite à aller sur YouTube, voir en replay pour parler des nouveautés du mois de mars, en tout cas, enfin, de la version qui est sortie fin février, pour le coup.
Voilà, et ben écoute Tristan Mathieu, c'est à vous de reprendre. Eh ben, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Merci Jean-Pierre pour cette introduction. Donc on va peut-être se présenter rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc pour ma part, Tristan, cofondateur du club Power BI, comme l'a mentionné Jean-Pierre. Donc je co-gère une boîte qui s'appelle DataPulse et qui fait du conseil et de la formation principalement autour de Power BI, mais pas seulement. On travaille de plus en plus aussi avec les briques Azure, Power Apps, Power Automate, qu'on vous présentera notamment lors du meet-up prochain avec Jérémy Laplaine. Et je suis accompagné ce soir du coup de Mathieu. Mathieu, tu veux peut-être te présenter? Salut. Ouais. Allô, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, vas-y Ouais, Mathieu, c'est bon. Ouais, ok. Mathieu, data scientist passé et consultant Power BI maintenant. Repenti. Ouais, c'est ça. J'ai fait le chemin inverse. Voilà, donc aussi futur associé de Tristan chez DataPulse. Non, donc je vais rejoindre DataPulse avant le mois prochain. Et voilà, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mais Expert Power BI, et donc Mathieu qui nous a fait une session, c'était le mois dernier. Ouais, Au effectivement, sur la DataVis. Sur la DataVis, donc un autre sujet. On vous encourage à aller voir le replay sur la chaîne YouTube. Tous nos meet-up sont enregistrés et republiés sur la chaîne YouTube. Donc là, c'était un meet-up qui était très orienté DataVis. Alors, tu as montré... non, pour l'instant, on n'est rien censé voir à l'écran. Juste, on se présente. Ça arrive, Mourad, ça arrive. Donc, c'était un meet-up qui était pour le coup très DataVis. Alors, tu avais montré un petit peu de DAX à la fin. Aujourd'hui, on va vraiment vous faire un meet-up qui va être focalisé sur le langage DAX. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, DAX, ça veut dire Data Analysis Expression. C'est un langage qui est notamment disponible dans Power BI et qui permet de faire l'analyse de données. Et on va faire un focus tout particulier sur l'analyse temporelle, puisque c'est quand même commun à peu près tous vos besoins, tous les métiers, de pouvoir analyser, croiser de la donnée temporelle. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. On va vous montrer un petit peu l'agenda de la session. Donc, voilà les thématiques qu'on veut adresser ce soir. On verra en fonction du temps qui nous est imparti et des questions jusqu'à quel point, jusqu'où on peut creuser chacune de ces parties. N'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat. On a des experts qui peuvent vous répondre en live. On pourra prendre aussi les questions les plus intéressantes ou les plus pertinentes pendant la session. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors voilà l'agenda. Donc premièrement, on va parler un petit peu de la table calendrier, la fameuse. Quelle est son utilité? Est-ce qu'il vaut mieux la coder en M ou en DAX? Mathieu vous montrera aussi pourquoi et comment stocker certains flags, certaines colonnes d'aide dans cette table pour faire certains calculs, par exemple le mois courant, l'année courante, des choses comme ça. Ensuite, on va avoir des calculs temporels qu'on pourrait qualifier de classiques ou communs, un year to date, un last year, un last month. On vous parlera des variables en DAX, avec un cas d'usage justement sur des variations temporelles N-1. On vous montrera comment traiter un cas qui est relativement fréquent aussi en BI, une role-playing dimension temporelle. Alors si vous ne savez pas ce que c'est une role-playing dimension, mais que le nom vous interpelle, vous avez gagné votre ticket pour les 45 prochaines minutes, parce qu'on vous parlera de ça plutôt à la fin de la session, donc du coup vous avez le droit de rester pour voir ce que c'est cette role-playing dimension. Et ensuite, encore une fois, ça va dépendre un petit peu du comment on avance en fonction du temps et des questions. On vous montrera des calculs temporels un peu plus avancés, par exemple des moyennes mobiles, où on va vouloir dynamiser, je veux voir les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, et de pouvoir changer ça, par exemple. Donc voilà ce qu'on a prévu de vous montrer. On a très peu de slides en fait, ça va vraiment être des démos, du code. On va développer en live face à vous, à partir d'un cas d'usage qu'on va vous montrer juste après. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, on va beaucoup interchanger. Un coup, ce sera Mathieu, un coup, ce sera moi. On va essayer de faire en sorte que ce soit vivant et interactif, en dépit du fait que nous sommes tous devant un écran sur Teams. Alors, avant de parler de la table calendrier, on va peut-être vous montrer le modèle de base sur lequel on va s'appuyer pour l'essentiel de nos démonstrations. Donc, un modèle avec 2 années ou 3 années d'historique assez classique, une table de faits qui a des ventes, les fameuses tables calendrier, donc on va revenir dessus, et puis différents axes d'analyse,
qui vont servir à étayer le propos. Donc, on ne va pas forcément revenir beaucoup sur la structure du modèle. On a des données qui sont déjà dans Power BI, qui sont relativement bien modélisées, qui sont propres, et on va vraiment se concentrer sur comment on analyse la dimension temps, le passé, le futur, plusieurs dates, le cumul, etc. Comment on se déplace dans le temps. Ça va vraiment être ça la thématique aujourd'hui. OK, donc voilà notre point de départ, ce modèle de données sur lequel on va travailler ce soir. Donc première thématique, la table calendrier. Mathieu, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette table calendrier? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et idéalement, où est-ce que c'est le mieux de la construire? Tu me demandes parce que tu n'as pas la réponse, c'est ça? Exactement, j'ai besoin que tu m'instruises Alors, là-dessus. comme tu me l'as bien appris, le mieux c'est de la faire en DAX. Non, je rigole. Donc effectivement, la table calendaire, enfin je sais pas, je dirais que c'est assez essentiel. En fait, le problème c'est que dans les tables qu'on analyse souvent, il peut y avoir des trous dans les dates. En fait, il peut y avoir des ventes qui ont lieu le 1er janvier. Enfin, non, d'ailleurs, peut-être pas le 1er janvier, vu que il y a des chances que ce soit férié. Donc justement, il peut y avoir des trous, par exemple, des jours fériés où il n'y a pas de date, etc. Et en fait, quand on va faire les calculs temporels, donc quand on va aller chercher, par exemple, la même période l'année précédente ou quand on va chercher la même période le mois précédent, etc. Pour peu qu'il y ait quelques trous, ben, en fait, ça va fausser en fait notre analyse parce que il va manquer des informations en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais du coup, c'est hyper important en fait de créer vraiment des tables calendaires complètes avec toutes les dates qui sont bien référencées pour être capable ensuite de faire justement ce genre d'analyse temporelle dynamique et intelligente qu'on va vous montrer dans la suite, quoi. Effectivement, donc là vous voyez une table calendrier à l'écran. Celle-ci, elle a été créée en langage M. On va revenir après sur comment on peut alimenter cette table. Mais déjà, voilà, Mathieu vous a expliqué le pourquoi. C'est très pratique d'avoir une table dédiée au temps dans Power BI. Ça va faciliter énormément toute votre expérience utilisateur autour des calculs et des filtres temporels. Tout ce qui va être cumul, déplacement, variation, etc. Ça vaut vraiment la peine de créer une table calendaire séparée dans votre modèle. Donc là, vous la voyez à l'écran ici. J'ai une table calendrier qui est liée à ma table de fait sur la date de facture. Et donc, ça va me permettre, en fait, derrière, et vous allez le voir à travers nos démonstrations, de pouvoir grandement faciliter tous mes calculs et mes filtres temporels, puisque finalement, la plupart des fonctions DAX natives qui existent se contentent simplement de référencer la colonne date de cette fameuse table calendrier. Alors, si on regarde un petit peu la structure de cette table, donc là, vous en avez un exemple à l'écran. Juste Oui, pour vas-y. compléter rapidement, ouais, et l'autre grand intérêt évidemment de créer la dimension calendrier comme ça, c'est évidemment quand il y a plusieurs tables de faits, quoi. Quand il y a plusieurs tables de faits, on va vouloir filtrer tous nos indicateurs par un seul champ année, typiquement. Et si on veut pouvoir faire ça, on est obligé de passer par ce qu'on appelle une table de dimension, donc une table calendaire qui fait le lien avec toutes les autres tables de faits. Effectivement, d'ailleurs, il y a une question de Stéphane qui vient nous Voilà, demander dans le c'est chat. exactement ça. Ah Ouais. bah c'est à ça que tu répondais. Est-il possible de relier cette table calendrier à plusieurs autres tables en même temps? Oui, tout à fait. On peut tout à fait lier une table calendrier, par exemple, à une table de vente et une table budget. Alors parfois, il peut y avoir certains challenges sur qu'est-ce qui va jouer le rôle de clé, comment on va lier ces tables entre elles. Mais oui, tout à fait. Et comme l'a très bien dit Mathieu, ça peut être très pratique et voire indispensable d'avoir une table calendrier quand vous allez vouloir croiser différentes tables qui n'ont pas forcément la même granularité et le même niveau d'information. Une table de stock, une table de vente, une table de vente, une table budget, par exemple. Le sujet plus profond, en fait, c'est que ça améliore aussi la lisibilité de votre modèle, puisque vous créez un environnement séparé qui est lié au temps et qui va être le point d'entrée principal de tous vos calculs et de vos filtres temporels. Donc là, vous voyez une table calendrier à l'écran, donc qui respecte les bonnes pratiques. Pourquoi? Parce que j'ai une date
J'ai une ligne par date contiguë, le 1, le 2, le 3 janvier, etc. Chacune de ces dates englobe toutes les dates de ma table d'analyse, parce qu'évidemment, votre table calendrier, il faut qu'elle soit exhaustive, il faut qu'elle encadre, il faut qu'elle englobe le périmètre d'analyse temporelle que vous allez vouloir couvrir dans votre rapport. Et puis surtout, cette table, elle comporte d'autres informations temporelles. Donc là, par exemple, vous avez l'année, le numéro du mois, le nom du mois, la concaténation du champ mois et année, et le numéro correspondant. D'accord? Donc ça, c'est un exemple d'une table calendrier. On pourrait mettre effectivement d'autres informations qu'on n'a pas mises ici, le numéro de semaine, le jour de la semaine, des choses comme ça. Évidemment, plus vous avez de colonnes dans cette table calendaire, mieux c'est, puisque ces colonnes vont vous servir ensuite de filtre et d'axe pour ajuster la granularité de vos analyses et vous déplacer de manière encore plus agile et flexible dans le temps. En tout cas, ce qui est très important, c'est que cette table calendaire, elle doit avoir une ligne par date contiguë, d'accord? Et elle doit être liée à la table, à vos différentes tables de faits. Alors maintenant, la deuxième question qui est souvent posée sur les forums ou en formation par les utilisateurs de Power BI, c'est OK, donc maintenant, OK, vous avez réussi à me convaincre du pourquoi et du comment de la table calendrier. Alors, pas du comment justement, mais du pourquoi et de l'utilité de la table calendrier. Maintenant vient la question du comment. Comment je crée cette table? Comment je l'alimente? Donc, il y a plusieurs options. Soit vous travaillez déjà avec un entrepôt de données où vous avez stocké vos données, par exemple, sur SQL Server. Donc ça, c'est des technologies qui sont plutôt gérées par l'IT aujourd'hui. Dans votre entreprise, vous avez peut-être déjà quelque part une table bien structurée, une table calendaire bien structurée, gérée dans une source managée souvent par l'IT dans l'entrepôt de données. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure qu'on peut rencontrer, c'est effectivement parfois une table calendrier gérée, on va dire, de manière semi-manuelle dans Excel. Vous avez un fichier Excel avec votre calendrier bien structuré. Bon, cette option, elle m'intéresse moyennement dans le sens où elle est quand même manuelle, source d'erreur et pas managée, on va dire. Vous pouvez aussi générer vous-même de manière dynamique vos propres tables calendrier directement à l'intérieur de Power BI en utilisant les deux langages qui sont à votre disposition, soit le langage M, soit le langage DAX. Donc on va voir un petit peu les deux approches et puis on va les comparer parce qu'évidemment la question qui revient tout le temps c'est OK, mais où est-ce que c'est le mieux de le faire? Alors déjà on va voir les deux méthodes. Je vais commencer par montrer la méthode en M, Mathieu, et puis on enchaînera sur le DAX. Donc là, la table calendrier que je viens de vous montrer, si je vais dans mon code Power Query, en fait, elle est alimentée par une fonction. Vous la voyez ici à l'écran. Donc ça, c'est le langage M de Power Query. Et cette fonction, en fait, à partir d'une série d'étapes et d'instructions, là j'ai des espèces de variables locales dans ma fonction Power Query personnalisée, elle va me permettre en fait de retourner une table qui va stocker en fait toutes les dates dont j'ai besoin. Donc ici, cette fonction, c'est justement celle que j'utilise ici dans ma table calendrier. Alors là, j'ai une petite erreur parce que je suis branché au fichier de Mathieu, mais peu importe, si vous regardez le code ici, vous voyez, j'appelle la fonction createCalendar pour les bornes qui ont été définies, parce qu'effectivement, après, on va parler de ces histoires de comment je dynamise les bornes inférieures et supérieures de ma table calendrier. En tout cas, vous voyez qu'ici, j'appelle ma fonction createCalendar, qui est une fonction M, Power Query, créée intrinsèquement, on va dire, par Power BI. Donc ça, c'est une première étape, Power Query, langage M. Elle comporte des avantages et des inconvénients, on va en reparler après. Mathieu, tu veux peut-être enchaîner, je vais te laisser partager ton écran si tu veux présenter la méthode DAX. Hop, vas-y, je te laisse reprendre la main. Hop. Yes. Vous voyez mon écran? C'est bon. Oups. Petit spoil. Ouais, du coup, effectivement, donc Tristan a montré la méthode en langage M, qui appelle une fonction dans Power Query avec le langage M, etc. Dans le langage DAX, ça peut être encore plus simple parce qu'il y a une fonction directement calendar auto, en fait, qui nous permet de créer directement, à partir des dates qu'il y a dans le modèle, une table calendrier, où on aura toutes les dates. OK. Alors, le seul désavantage ici,
qu'on peut rencontrer, c'est qu'autant, si vous voulez, dans le langage M, pour créer toutes les petites colonnes dont on aura besoin au niveau de l'affichage, c'est relativement simple parce qu'en fait, à partir du champ date ici, on peut ajouter des colonnes, vous voyez, à partir de la date, et on a tous les boutons pour faire tout ce qu'on veut. Donc, on peut ajouter le mois, le jour du mois, le nom du mois, le trimestre, le jour, etc. On peut vraiment s'amuser et ajouter toutes les colonnes qu'on veut. Et donc, ça va être assez intéressant. Autant en DAX, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, il peut y avoir la hiérarchie native si on l'active, mais a priori, c'est déconseillé de l'activer. Donc, on est un petit peu embêté. Et sinon, on est obligé de passer par du DAX, en fait. Et donc, on va pouvoir le faire comme en langage M. On va pouvoir ajouter des colonnes. Donc, par exemple, je ne sais pas si je veux ajouter l'année pour l'avoir en filtre. Je peux dire que c'est le year de la date, voilà, tout simplement. Okay, donc, il y a des colonnes comme ça qui vont être assez simples à ajouter. Mais par contre, d'autres colonnes qui vont être parfois un peu plus complexes. Okay, donc, voilà. Donc, au final, c'est vrai que la plupart du temps, ça vaut le coup peut-être de se créer une petite fonction en langage M et de définir en fait sa table calendrier à ce niveau. Parce qu'au niveau de l'enrichissement de cette table calendrier, ça va être plus intéressant, je trouve. En tout cas, on va avoir plus de facilité à ajouter toutes les colonnes que l'on souhaite. Okay. Et le seul avantage peut-être à utiliser du DAX, et ça au final on peut l'avoir aussi une fois qu'on a créé donc notre table calendrier à partir du langage M, ça va être éventuellement la possibilité de créer des colonnes calculées, mais qui sont calculées à partir de notre modèle. Okay, donc ça, c'est quelque chose qui a priori n'est pas faisable dans le langage M, parce que dans le langage M, vous savez, toutes les requêtes sont séparées, on n'a pas de lien entre les différentes tables. En revanche, ici, une fois qu'on est dans la partie DAX, on a les relations entre nos tables. Okay, on a nos relations, et donc on peut éventuellement, par exemple à ce niveau, remonter des informations, par exemple, je ne sais pas, remonter, est-ce que par exemple on a des ventes pour les dates données, okay, à partir des relations qu'il y a dans notre modèle, pour être capable en fait d'avoir par exemple des colonnes de flag pour n'afficher que les dates qui concernent telle ou telle donnée. Enfin voilà, on aura la possibilité en tout cas d'utiliser notre modèle ici pour calculer ce genre de petites colonnes de flag qui vont pouvoir nous être utiles dans la construction des rapports. Alors Mathieu, pendant que tu parlais, il y a eu une avalanche de questions et de réactions. Oula. Donc là, si vous continuez comme ça, on est parti pour faire 3 heures de session, hein. Je ne sais pas ce que vous avez prévu ce soir. Bon, de toute façon, on est en couvre-feu, hein, a priori. Donc, non, mais plus sérieusement, on va prendre 2-3 questions et puis ensuite on va avancer. Alors, David nous dit, est-ce que c'est facile d'avoir des libellés en français? Oui. En fait, vous pouvez interagir avec la culture de votre fichier en Power Query langage M. On pourra vous montrer à la fin si vous voulez. Mais oui, c'est faisable et c'est assez facile à faire. Boris nous demande quel conseil pour gérer une table calendrier avec des dates prévisionnelles dans le futur. Donc ça rejoint une thématique un peu plus large qui est comment je gère de manière intelligente et dynamique les bornes, que ce soit la borne minimale ou la borne maximale, de ma table calendrier. Alors justement, c'est ce qu'a fait Mathieu ici. D'ailleurs, je ne suis pas fan de ce que tu as fait, Mathieu, mais Ouais. on va en débattre. Donc, il y a plusieurs méthodes pour traiter ça, Boris. La dynamisation des bornes de la table calendrier. Mathieu, tu peux nous montrer ce que tu as fait et on va en parler. Donc moi, ça dépend en fait. Là, typiquement ici, ce que je fais, c'est qu'au moment où j'appelle ma fonction calendrier qui prend en paramètre une date min et une date max, en fait, pour rendre ces dates dynamiques avec l'évolution de mes tables, en fait, je récupère ici la valeur minimale. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais zoomer un peu. Hop, voilà. Je récupère ici donc la valeur minimale de la date principale de ma table de fait et ici donc la valeur maximale. Comme ça, ma table calendaire évolue de façon dynamique, quoi. Maintenant, ça peut être un peu coûteux comme calcul.
parce que, en fait, si on a plusieurs tables de faits, typiquement, et qu'on fait que des list min et des list max, ça peut être un peu long au chargement, si on a des données un peu volumineuses. Donc, parfois, c'est vrai que ça peut être géré via des paramètres, en fait, tout simplement, pour figer les bornes. Enfin, Tristan, je te laisse peut-être déborder un peu dessus. Alors, non, mais je rejoins. Quand vous avez des petites volumétries, la méthode de Mathieu peut être intéressante. Et en plus, vous êtes certain que tout sera bien englobé. Sauf que ça peut être coûteux, effectivement, de faire des list min ou des list max en Power Query. Donc, une autre manière de gérer ça, en fait, c'est d'avoir un paramètre pour la date de début. Et pour la date de fin, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous récupérez un today en M. Vous faites un today en M. Et ensuite, si vous savez que votre processus budgétaire se déplace, par exemple, de 18 mois par rapport à today, eh bien, vous pouvez déplacer votre today de 18 mois. Mathieu, tu veux nous le faire en live là ou tu te sens de le faire ou pas? Tu veux. Allez, vas-y. Donc, si tu fais la borne max, par exemple. Donc, en fait, donc si je vais faire le max et 2. De toute On vous façon, le ça fait va en nous live, afficher. C'était pas du tout préparé. Ouais. Donc, en fait, là, il suffit juste d'ajouter une autre condition. Et donc là, le list max, normalement, en fait, il y a la fonction datetime-date. Attendez, hop, date. Mais du coup, tu n'as même pas besoin de list.max, en fait. Tu peux directement faire datetime. Non, mais c'est juste pour garder l'autre aussi. Bon, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Oui, parce que après, j'en aurai besoin. Voilà, donc il y a la fonction, en fait, datetime UTC now, qui nous permet de récupérer je ne sais pas si c'est ça que tu utilises, toi. Ouais, normalement. Moi, j'utilise en la langage M. datetime.date.localNow, mais ça marche aussi ce que tu montres. Oui, enfin voilà. Et donc voilà, qui récupère en fait la date actuelle, mais ça récupère aussi l'heure. Et du coup, en fait, il y a la petite fonction datetime.date qui permet de récupérer uniquement la date. Voilà. Et donc ça permet de récupérer un today. Voilà. Hop. Alors oui, il me manque sûrement un petit. C'est quoi qui me manque? Alors, datetime, list max. Ouais, c'est parce que tu l'as fait en liste, mais bon, peu importe. Enfin, la fonction est là, datetime.date, vous récupérez le today. Oui, c'est liste. Et après, vous pouvez effectivement le mettre en date si ça vous intéresse. Ah oui, je crois qu'il faut que je. Pardon. C'est le côté du direct. Voilà. Ouais, c'était pas facile ce qu'on t'a demandé en direct. Il faut que j'ajoute juste. Alors, on va prendre une dernière remarque ou question. Alors, Jean-Pierre y a répondu dans le chat. Voilà. Il y a personne qui dit comment vous gérez la modélisation des heures. Parce que là, vous parlez de calendriers qui sont à la maille journalière, qui sont au niveau de détail journalier. Comment on gère une tag calendrier, par exemple, si on veut descendre à l'heure ou à la minute? Alors Mathieu, je te laisse. Non, c'est bon, tu peux répondre à la question si tu veux. Bon, Jean-Pierre a commencé à y répondre. En fait, de manière générale, si jamais vous avez un besoin qui consiste à descendre plus bas que la date, donc par exemple l'heure, la minute ou voire la seconde, la bonne pratique, en fait, c'est de séparer, de créer deux tables de dimensions. Donc, dans votre table de faits, vous allez créer une colonne pour les dates, une colonne pour les heures, minutes, secondes. Et puis, dans votre modèle de données, vous allez créer deux tables séparées de dimensions, de référentiels. Une table pour les dates journalières et une table pour les heures, minutes, éventuellement secondes, qui sera dédiée. Et du coup, ces deux tables seront séparées et seront liées respectivement à la date et à l'heure. Donc, on n'a pas prévu de vous montrer ça ce soir. C'est un cas un peu avancé et spécifique. Mais retenez la chose suivante. Ne vous amusez surtout pas à vouloir créer des datetime ou des calendriers à la maille heure, minute, seconde. Pourquoi? Parce que le moteur Vertipack de Power BI, donc le moteur qui stocke et qui compresse la donnée de votre Power BI, c'est très important pour lui, c'est la cardinalité de chacune des colonnes. C'est-à-dire le nombre de valeurs distinctes qu'il y a dans chacune des colonnes. Plus vous avez un nombre de valeurs distinctes élevé dans une colonne, plus cette colonne va être coûteuse d'un point de vue stockage, d'un point de vue performance, d'un point de vue refresh. Et donc, en séparant en date-heure, non seulement vous améliorez la lisibilité de votre modèle, puisque ce sera quand même plus simple à comprendre et à appréhender, et en plus, vous optimisez votre Power BI, puisque vous abaissez, vous réduisez la cardinalité, c'est-à-dire le nombre de valeurs distinctes qu'il y aura dans la colonne. Et c'est pas une petite réduction, là, c'est exponentiel. Voilà. Effectivement.
Ouais. Donc voilà pour la question sur le... Bon, Jean-Pierre a donné des liens aussi si ça vous intéresse. Alors maintenant, si on veut clore ce débat, donc vous avez compris ce que c'est une table calendrier, pourquoi il faut l'utiliser, comment on peut la créer. Dernier petit sujet là-dessus. Du coup, c'est quoi la meilleure méthode? Est-ce qu'il vaut mieux le faire en M ou en DAX? Alors Mathieu a commencé à vous donner des éléments de réponse. Je vous ai demandé dans le chat, est-ce que vous étiez plutôt team M ou team DAX? Moi, je suis plutôt de l'avis de Mathieu, je préfère aussi le faire en Power Query M. Pour plusieurs raisons. Déjà, je considère que la création d'une table, ça relève d'une étape de transformation, donc c'est logique de le faire le plus proche possible des étapes de transformation, c'est-à-dire Power Query. C'est pour moi plus simple, plus flexible et plus évolutif aussi de le faire dans Power Query. Après, si vous préférez le faire en DAX, tant que ça marche, ne vous gênez pas. Il faut bien avoir en tête que c'est souvent un faux débat, cette question, puisque là où l'étable, le calendrier de votre modèle de données, si vous avez un bon modèle qui respecte les bonnes pratiques, votre table calendrier, en général, représentera 1 à 2% de la taille de votre modèle. Hein, donc, que vous cherchiez à faire des optimisations en M ou en DAX sur quelque chose qui représente même pas 1% de votre modèle, bon, il y a peut-être le sujet est peut-être ailleurs dans votre projet. Voilà. Donc, nous, on est plutôt team M Power Query. Si vous préférez le faire en DAX, si vous vous sentez plus à l'aise à le faire en DAX, ne vous gênez pas. Marco Russo a un très beau template en DAX qui permet de générer une bonne table calendar. Et pour clôturer ce sujet, on a Xavier Fontaine qui nous dit, est-ce que c'est pas plus malin d'avoir cette table dans un Dataflow Power Query? Alors effectivement, c'est un bon cas d'usage du Dataflow. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Dataflow, c'est des requêtes Power Query online qui tournent directement sur le service Power BI. C'est un très bon cas d'usage de stocker en fait votre table calendrier via un code M Power Query directement dans un Dataflow sur un espace de travail Power BI que vous pourrez ensuite partager à l'ensemble de l'organisation. Effectivement. Et donc ça rejoint le sujet de dire c'est peut-être mieux de le faire avec le langage M ou Power Query. Alors pareil, ça on n'a pas prévu de vous le montrer, mais c'est une très bonne remarque. On avance? Ouais, très bien. Alors, maintenant que vous avez compris l'utilité de cette table calendrier, ben, on va s'en servir. On va commencer à coder un petit peu en DAX et faire certains calculs temporels. Donc dans l'agenda, je vous avais dit, on va commencer par des calculs temporels, on va dire classiques ou relativement simples. Je vais reprendre la main et je vais commencer par le calcul le plus fréquent, on va dire, en analyse de données, on va dire temporelle. Un year to date, je pense que ça parle à tout le monde, un cumul annuel, donc il repart à chaque fois. Donc là, par exemple, vous voyez mes ventes par mois. D'accord? J'utilise justement ma table calendrier en M. Je vais créer une nouvelle mesure. Donc, évidemment, la plupart des calculs temporels que vous allez les faire en mesure parce que vous souhaitez que ces calculs soient légers pour le modèle et se recalculent à la volée de manière dynamique, quels que soient les axes d'analyse que vous allez choisir dans votre rapport. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai choisi une mesure. Donc cette mesure, elle apparaît en bas à droite ici. Je vais lui donner un nom, Sales Year to Date, et je vais tout simplement lui dire calcule-moi Sales. Donc je référence ma mesure de base en Year to Date. Donc là, vous voyez, je tape date. Grâce à l'IntelliSense, l'aide à la saisie en DAX, il me propose toutes les fonctions pertinentes. Je vais chercher date year to date. La voici. Et je vais lui dire récupère-moi tout simplement le champ date de ma table calendrier. Donc voilà une instruction toute simple. Je pense que 90% des usines à gaz que vous faites dans Excel sont plus compliquées que ça. Je rigole, hein. C'est juste pour attirer votre attention que je dis ça. Non mais bon, voilà, là vous voyez l'instruction DAX qui est relativement simple. Je lui dis calcule-moi mes ventes en year to date. Et vous voyez là l'utilité de la table calendrier. Je me contente tout simplement de référencer la colonne date de ma table calendrier. Et Power BI va faire le boulot tout seul. Donc je valide. Premier réflexe, tout de suite, formater sa mesure. Deuxième réflexe que vous devez toujours avoir. 1, je crée. 2, je formate. 3, je teste. Toujours. Donc là, vous voyez à l'écran, si on prend par exemple ce chiffre-là, 9 300 000 et des brouettes, ben c'est bien la somme cumulée de tout ce que j'ai fait entre janvier et juillet 2018.
Et puis vous voyez, c'est un year-to-date. Donc en janvier 2019, ça repart. Hein, mon year-to-date ici, sur le premier mois de l'année, il est égal au chiffre d'affaires mensuel, 1 504 000, etc. D'accord? Donc ça, c'est un exemple, un year-to-date, instruction relativement simple, qui se contente d'utiliser la colonne date de la table calendrier et une fonction native, c'est-à-dire que vous n'avez pas vous-même à coder, elle est là, elle est déjà prête en DAX, prête à l'emploi. Ça m'a pris à peu près 3 secondes et demie à taper cette instruction-là, et j'ai un indicateur qui me cumule mon chiffre d'affaires à toutes les mailles, à tous les niveaux de détail. Évidemment, ce calcul est autoporteur. Hein, je n'ai pas besoin de voir la mesure de base pour qu'il fonctionne. Et la force de Power BI, c'est que puisque je suis non pas dans un fichier Excel statique, mais dans un modèle de données BI dynamique et que j'ai créé une mesure, ce KPI, ce year-to-date, alors même que je ne lui ai pas précisé comment je veux le ventiler, comment je veux le filtrer, grâce à la puissance de Power BI, je vais pouvoir recalculer à la volée, de manière dynamique et interactive, ce year-to-date, par exemple, par zone géographique. Vous voyez ici, je vais glisser par exemple, on va mettre les... Mauvais exemple. On va mettre... ouais, pardon, on va pas mettre ça, je me doutais que ça allait pas bien marcher. On va mettre les régions. Ouais. Voilà. Donc là, vous voyez par exemple, mon instruction year-to-date, contrairement à Excel, je ne lui ai pas dit sum, si, ans, if, je ne sais pas quoi. Je lui ai juste dit calcule-moi le chiffre d'affaires en year-to-date. Et grâce à la puissance du modèle de données, des relations entre les tables et du langage DAX, il me recalcule de manière dynamique mon year-to-date pour tous les croisements, pour tous les filtres disponibles. Alors, je ne vous fais pas la démo, mais si je veux filtrer sur une catégorie de produits, sur un magasin, tout, évidemment, se recalcule de manière dynamique. La bonne nouvelle, en plus, c'est que si vous respectez les bonnes pratiques de modélisation, vous pouvez faire ces calculs-là sur des grosses volumétries de données. Hein, je parle de plusieurs centaines de millions de lignes. Hein. Vous pouvez faire tout à fait ces calculs temporels sur des grosses volumétries de données. Donc, c'est quelque chose qui est scalable et qui peut facilement monter en charge, ce qu'on vous montre à l'écran, avec des temps de réponse qui sont extrêmement rapides. Voilà pour le year-to-date. Alors, il y a une autre manière de le faire, le year-to-date, qui est encore plus simple. Il y a une fonction qui s'appelle total year-to-date, qui permet en fait directement d'aboutir à cette instruction-là. Moi, je préfère passer par le calculate parce qu'il est plus générique en fait, et je peux m'en servir dans d'autres cas de figure. On va vous détailler un peu plus tard. Alors, pour finir sur le date year-to-date, les plus curieux d'entre vous ont dû remarquer que cette fonction, elle avait un deuxième paramètre, deuxième argument facultatif. Ça, c'est pour gérer les clôtures fiscales décalées. Donc, par exemple, si vous voulez faire un cumul qui ne doit pas redémarrer au 1er janvier, mais au 31 mars, par exemple, et c'est ce que vous allez avoir ici. Donc, par exemple, ici, je vais mettre 31 mars. Voilà. Donc, je suppose que mon exercice fiscal, il va du 1er avril au 31 mars. Je vais remettre ma mesure de base pour bien qu'on puisse comparer. Et donc là, vous voyez, maintenant que j'ai fait ça, mon cumul, ici, il redémarre en avril. Vous voyez, il cumule, il cumule, il cumule. Là, c'est ma plage. Et puis, hop, en avril 2019, puisque je lui ai dit que ça clôturait au 31 mars, il redémarre. Et là aussi, ce calcul est interactif, dynamique, et fonctionne sur des centaines de millions de lignes sans aucun problème. Donc voilà pour le year-to-date. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais là, c'est simple. Et puis d'ailleurs, comment on sait quelle fonction il faut utiliser, puisque finalement, il y a l'air d'avoir beaucoup de fonctions en DAX. Alors déjà, il y a l'IntelliSense. Hein, si vous tapez date, tout de suite, il vous propose les fonctions éventuellement disponibles. Dans les slides, on vous a mis un lien dax.guide, qui est la Bible du DAX, une librairie ultra documentée du langage DAX. Vous pouvez faire des recherches par thématique, par fonction, tout est ultra bien documenté. Vous avez notamment ici, si je vais dans Groups, Functions, Time Intelligence, et là vous retrouvez directement toutes les fonctions DAX natives qui vont vous permettre de manipuler du temps. Voilà. Donc, voilà, nous on dit souvent, c'est pas important. Souvent les débutants sur Power BI vont être stressés de ne pas savoir quelle fonction utiliser, mais j'ai envie de dire, ça c'est 1% de la complexité. Ce qui compte, c'est que vous compreniez le principe, que vous ayez un bon modèle, que vous compreniez globalement comment le DAX réagit. Après, de savoir s'il faut utiliser date year to date ou date je sais pas quoi, globalement, vous avez déjà, vous pouvez tester. Ensuite, vous avez Google, vous avez YouTube. C'est juste après une question de test. Faut pas stresser sur mais c'est un nouveau langage.
je ne connais pas les fonctions. Parce que la vraie problématique n'est pas là, en fait. Aujourd'hui, on a quand même accès facilement à de l'information, on peut facilement avoir des exemples. Ce qui compte, c'est que vous compreniez les patterns, les principes. Après, la fonction utilisée, c'est vraiment un problème qui est secondaire, franchement. C'est pas du tout ça qui est compliqué en DAX, hein. Ok, donc voilà pour l'year to date. Alors, y a-t-il des questions? J'imagine qu'il y en avait sur le chat. Non, elles ont été répondues en fait. Bon, bah, très bien. On avance. Mathieu, tu nous montres un all to date, c'est ça que tu voulais nous montrer? Ouais, all to date ou pass to date, ça dépend. Allez, vas-y, je te laisse la main. Donc là, on va monter un peu le niveau de difficulté. Et justement, on va attaquer un petit peu les variables. Ça va être sympa. Hop. Alors, par exemple, tu partages ton écran. Effectivement, je vois qu'il y a eu un commentaire sur la table de date en arrière-plan. Effectivement, qu'on vous conseille de désactiver tout à fait pour les calculs et les fils temporels. On y reviendra peut-être à la fin là-dessus, sur ce sujet-là. Vas-y, Mathieu, je te laisse. Ouais. Du coup, effectivement, donc Tristan a fait le year to date, donc qui permet de redémarrer. Hop. Alors justement, je vais l'afficher comme tu l'avais fait là, sous forme de table. Comme ça, on aura les valeurs par Manfir. Je vais refaire la même chose. Voilà, ok. Donc on a le year to date, hop, voilà, qui s'affiche et qui augmente au fur et à mesure de l'année. Alors parfois, ça peut être intéressant aussi d'avoir un past to date pour certaines valeurs, donc d'avoir un cumul général en fait. Il y a pas mal de. Enfin, moi, je l'ai souvent ce cas d'usage sur des projets. Et donc là, on va regarder un petit peu et on va commencer à regarder les variables temporaires qu'on peut créer donc, dans le langage DAX. Alors, on va le refaire ensemble et on va voir justement. Et en fait, ça va être intéressant parce qu'on va décomposer un petit peu la fonction year to date et on va la refaire un petit peu comme s'il fallait la coder directement en DAX, quoi. Donc, si je fais les sales, donc on va l'appeler all to date, allez. OK. Donc, on est d'accord que globalement, notre fonction, elle va, comme toute fonction temporelle, hein, on imagine qu'on aura à la fin un résultat qui va se calculer avec un calculate des sales. Et c'est là, en fait, c'est là le changement de contexte où effectivement, où il faut, on ne va pas utiliser donc une fonction toute faite comme date year to date, il va falloir donc redéfinir un petit peu une règle qu'on va créer nous-mêmes. Et donc en fait, là, le plus simple, c'est de définir directement la plage temporelle. En fait, toutes les fonctions date year to date, date month to date ou same period last year, en fait, ces fonctions, ce qu'elles font, c'est qu'elles récupèrent en fait la plage de date qui est sélectionnée par l'utilisateur, la période qui a été sélectionnée par l'utilisateur, et en fait, elles vont décaler cette période où elles vont agrandir, où elles vont aller chercher dans le passé pour étaler cette période sur une plus grande plage de date. Okay, et donc là, c'est un petit peu ce qu'on va faire. En fait, on va tout simplement récupérer, donc, par exemple, la date maximale qui est renseignée au niveau de notre contexte. Okay, donc pour ça, on peut directement utiliser la fonction max de notre fameuse table de date. Okay. Donc là, quand je fais ça, en fait, la notion de var ici, ça fait référence à une variable temporaire que je crée au niveau de cette mesure, sales all to date, et qui ne va servir que pour cette mesure. Okay, elle ne va pas apparaître ici au niveau des mesures, elle va juste me servir à ce niveau, et donc elle va être recalculée dynamiquement dans chaque contexte différent. Okay, donc je commence par créer cette variable de date, cette variable de max date donc, qui récupère la valeur max renseignée au niveau du contexte sélectionné. On verra plus tard exactement ce que ça fait. Et ensuite, je vais définir donc une plage
temporelle. Mathieu, est-ce que tu peux, à la fin, tu pourras zoomer un peu, mais tu sais, si tu joues avec le contrôle et la molette, juste augmenter un peu la police, tu sais, on peut faire ça maintenant en DAX. Ah, bien. Si tu appuies sur contrôle et tu fais... Voilà. Ouais, c'est bon. Ah, je savais pas. Cool, merci. Bonne astuce. Ok, donc la nouvelle plage calendaire en fait que je vais utiliser, en fait, ça va être tout simplement pardon, je vais juste filtrer. Ouais, alors la table calendaire, mais sauf que, ouais, alors je vais le faire et puis je vais vous expliquer. C'est vrai que ça peut être compliqué de trouver les mots. Alors d'ailleurs, je vais profiter peut-être pour épurer un petit peu le code. Ouais, donc je vais créer la var plage comme ça. On va faire un filter ici et on va commencer à utiliser un petit peu l'incrémentation. Alors pour passer à la ligne, c'est Shift Entrée au niveau du clavier pour donner un petit peu de lisibilité à votre code et l'indentation se fait automatiquement au niveau du DAX. Ok, donc là, ce que je fais, c'est que je vais créer une nouvelle plage calendaire différente de celle qui est créée par défaut au niveau du visuel. Et donc pour ça, je récupère donc toute ma table calendaire et je vais filtrer en fait toutes les dates qui sont inférieures ou égales à la max date ici qui a été sélectionnée par l'utilisateur. Ok, donc et donc au final, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais juste calculer les sales, donc les ventes, sur cette nouvelle plage que j'ai définie. Et bien sûr, il ne faut pas que j'oublie de renvoyer ce résultat. Donc ça, c'est juste la syntaxe en fait, qui est liée aux variables temporaires. En fait, dès que je crée des variables temporaires, à la fin, lorsque je veux retourner le résultat de mon calcul, de ma mesure, il faut que je mette donc le petit return ici qui me permet de renvoyer ce résultat. Okay, donc si on décompose, je calcule donc les ventes sur une nouvelle plage de date. Et cette plage de date, en fait, c'est quoi? C'est en fait toutes les dates qui sont inférieures à la date qui est précisée au niveau du visuel, enfin au niveau du contexte défini. Okay, donc par exemple ici, hop, si je positionne donc maintenant cette mesure, c'est pas évident à expliquer, hein, je trouve. Non, effectivement. C'est pas évident. Tu t'en sors plutôt bien, mais par contre, on pourrait simplifier, je pense, l'instruction que tu montres. Mais vas-y, je te laisse, c'est possible, dérouler. c'est aussi pour expliquer un petit peu les variables temporaires. Ah, il y a quelqu'un qui a oublié de couper son micro, je crois. Super fort. Alors, ouais, donc voilà, donc si je reviens, hop, donc voilà, donc juste pour, donc pareil, on va zoomer un petit peu ici. Ok, donc si on regarde le sales year to date, effectivement, donc on a le cumul qui se fait au fur et à mesure de l'année et qui remonte jusque là. Et effectivement, si je regarde le all to date, là par contre, en fait, on a le cumul qui se fait globalement et donc pour toutes les dates, ça nous renvoie à chaque fois le cumul depuis le point de départ, quoi. Ok. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'au niveau du code, tout le monde a pu suivre ce qui se Donc passe? là, vous avez vu un cas d'usage des variables. Donc là, il a défini plusieurs variables au sein d'une même expression. Ces variables sont locales. Donc elles sont disponibles que dans la mesure que Mathieu a faite. Hein, ça, il vous l'a bien expliqué. Vous ne pourrez pas réutiliser les mesures dans d'autres variables. Et effectivement, les variables elles vont vous apporter principalement deux choses. Dans tous les cas, ça améliore la lisibilité du code. Ça rend le code plus simple à comprendre, plus lisible, plus facile à faire évoluer. Et dans certains cas, ce qui n'est pas forcément le cas ici d'ailleurs, les variables peuvent aussi améliorer la performance de vos mesures. On va vous montrer un autre cas tout à l'heure qui non seulement améliore la lisibilité du code, mais permet aussi d'exécuter la mesure d'axe plus rapidement, puisque vous allez économiser certains calculs en fait, ou certains traitements à travers l'utilisation de ces variables locales. On t'a perdu, Tristan. Ouais. Bon, ouais, je te propose d'enchaîner, Mathieu.
Alors, hop, je reviens au planning. Ouais, Sur donc le level 3. c'était le same period last year. Bon, on reste un peu dans les variables. Bon, après, j'étais curieux de voir si vous voulez la refaire à sa sauce, cette mesure. Allez, on va enchaîner. Du coup, dans le même esprit, on a la possibilité, donc toujours un peu dans ces calculs temporels, et un des calculs quand même qui est souvent demandé, c'est effectivement d'aller comparer la valeur actuelle, donc la valeur présentée, à celle de l'année précédente. Okay, donc dans un premier temps, d'aller juste comparer les deux valeurs, et puis pourquoi pas de faire la différence entre ces deux valeurs, d'abord en euros, et puis pourquoi pas en pourcentage également. Okay. Et certains d'entre vous l'ont sûrement déjà utilisé, cette fonction, parce que c'est quand même une des fonctions, je pense, connues, comme ça, en DAX. Alors, j'appelle PY pour Previous Year. OK, donc pour calculer le Previous Year, alors vous voyez, la syntaxe est toujours la même, hein, c'est toujours d'abord un calculate. Okay. Ensuite, je vais préciser la fonction, la mesure que j'utilise pour mon calcul. Et puis, je vais préciser donc tous les différents contextes. Okay. Et donc, tout à l'heure, pour le past to date, pour le all to date, on a le contexte ici, c'était la nouvelle plage calendaire. Et maintenant, ici, la nouvelle plage, ça va être tout simplement la même période, mais l'année précédente. Okay. Donc, pour résumer, en fait, ça va être tout simple parce qu'il existe une fonction en DAX qui est faite exprès pour ça. Pour calculer mes ventes l'année précédente, en fait, je calcule mes ventes l'année précédente. Et pour ça, j'ai la fonction SamePeriodLastYear qui me permet en fait de renvoyer directement, dynamiquement, en fait, les dates qui ont été sélectionnées au niveau du contexte et de les translater à l'année précédente. Et donc, si je montre au niveau du visuel ce que ça donne, je vais les positionner juste à côté des ventes pour que ce soit assez visible. Donc, vous voyez, pour toutes ces données-là, a priori, on n'a pas de valeur l'année précédente, donc c'est normal que ça n'affiche rien. Et puis ici, en fait, on va bien retrouver pour janvier 2019 la valeur ici de janvier 2019, et ainsi de suite. OK. Donc, on arrive bien à mettre au même niveau ici. Donc, au niveau du contexte janvier 2019, on arrive bien à mettre la valeur donc, actuelle et la valeur de l'année précédente. OK. Et ça va être hyper intéressant. Alors, je vous montre un petit peu dans le contexte, parce qu'au final, c'est ça qui va être intéressant. C'est au niveau des visuels, au niveau de l'analyse, ce que ça donne. En fait, je vais pouvoir ici afficher, hop, je vais sélectionner une année, je vais pouvoir afficher ici toutes les valeurs à chaque fois, donc les valeurs actuelles qui sont présentées ici, hop, voilà, les valeurs actuelles qui sont présentées ici et les valeurs précédentes en rouge. Okay. Donc là, je le fais à chaque fois en fait. Donc ma valeur actuelle, les valeurs précédentes. Okay. Et ce qui va être hyper intéressant, c'est que ces valeurs vont être entièrement dynamiques. Comme l'a dit Tristan, l'avantage c'est pour ça que ça s'appelle le time intelligence, c'est qu'on fait une seule variable previous year et elle va s'adapter à tous les contextes. Donc en fait, que je sélectionne ici des régions, que je sélectionne un mois année ou que je sélectionne ici une activité, vous voyez à ce niveau qu'on a bien les valeurs qui se mettent à jour et qui sont recalculées dynamiquement selon les contextes que je filtre. Okay, ce qui me permet d'avoir quand même une sacrée puissance d'analyse à ce niveau-là. Est-ce que Tristan est de retour? Ouais, j'ai eu un petit souci, effectivement, j'ai une micro-coupure. Il m'avait prévenu. Bref. Oui, alors il y a David qui nous demande, est-ce que vous pourrez montrer le calcul de la mesure sales? En fait, c'est juste une somme, c'est vrai qu'on ne l'a même pas montré, mais oui. la mesure sales, c'est juste une somme d'une colonne. Voilà. Donc si je reviens à la table, en fait, c'est la table, il y a tout simplement ici la colonne des ventes.
Ok, donc c'est juste un montant, voilà, par agence, par région, par activité, par date. Ok. Et en fait, on fait juste la somme de cette colonne pour avoir le chiffre d'affaires, en fait, tout simplement le chiffre d'affaires général, quoi. Et c'est cette mesure ensuite qu'on va utiliser à toutes les sauces, dans tous les calculs temporels, pour avoir toutes les différentes versions de cette mesure, mais dans des contextes différents. Tu veux reprendre un petit peu la main, Tristan, pour, Très bien. Alors, du coup, je vais reprendre la main pour montrer la variation. Ouais, Peut-être. vas-y. Donc, Mathieu vous a montré comment calculer un last-year. Alors maintenant, le but, c'est de calculer un pourcentage de variation. Donc là, vous voyez en DAX une instruction qui permet de faire n moins n-1 divisé par n-1. J'essaie de vous l'écrire comme ça. Voilà. Donc le pourcentage de variation entre 2 années. Donc là, c'est la fonction divide. C'est une fonction en DAX qui est très pratique parce que elle permet de gérer le cas où le dénominateur est nul. Elle a un troisième argument facultatif qui est qu'est-ce que tu veux retourner si jamais le dénominateur est nul. Donc il n'y a plus besoin de faire des if error ou if machin égale 0. Ça le gère nativement. Et en plus, pour les plus geeks d'entre vous, si vous regardez les query plans, en fait, la fonction divide est plus efficace, plus performante que si vous faisiez un if. Donc ça fait deux bonnes raisons de l'utiliser. Donc là, justement, je fais le ratio entre n, n-1 et ceci. Mais là, vous voyez à l'écran, finalement, j'utilise deux fois, je référence deux fois la mesure sales y-1. Une fois ici, puis une fois ici. Donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'utiliser les variables, pas seulement pour améliorer la lisibilité du code, mais également pour améliorer la performance. Puisque, en faisant ceci, je vais stocker une variable n que je vais appeler sales, puis une autre variable n-1 que je vais appeler sales last year. En fait, ici, je vais pouvoir directement lui dire, je veux que tu fasses n moins n-1, donc je référence mes variables. Et là où je vais faire la différence, c'est que mon sales y-1, je vais référencer, vous voyez ici, ma variable n-1 que j'appelle deux fois, une fois ici, une fois ici. Mais contrairement à tout à l'heure, je ne fais pas trois, mais deux calculs. J'exécute les deux variables locales, mais de manière dynamique, et je les réutilise ensuite dans mon code. Donc j'améliore la lisibilité, et en plus, dans ce cas particulier, j'améliore la performance. Donc ça me retourne le pourcentage de variation par rapport à l'année précédente. Donc voilà. Alors effectivement, il est autoporteur, hein, ce pourcentage. Alors souvent, on a la question, mais vu que c'est une variation, est-ce que c'est possible de rajouter un petit plus devant? La réponse est oui. En plus, on peut le faire de manière très élégante depuis à peu près 2 ans sur Power BI. Si vous allez dans les formats personnalisés de vos mesures, ici, je vais formater de manière spécifique en utilisant un format personnalisé comme dans Excel. Et ici en bas, je vais directement, hop là, pardon, je vais rajouter ici dans mon format personnalisé un petit plus devant ma mesure. Et comme ça va me permettre d'afficher de manière beaucoup plus visuelle mes plus. Et d'ailleurs, les comptables, ils aiment bien mettre la petite parenthèse ici quand c'est négatif. Vous pouvez le faire aussi. Hein, donc les mêmes formats que dans Excel. Tout ça, ça se définit directement au niveau des champs dans la vue modélisation. Je milite très fortement auprès de Microsoft pour que ces choses-là soient disponibles, modifiables depuis n'importe quel menu, n'importe quel panneau de Power BI. C'est pas normal qu'on ait à aller dans le champ modélisation pour faire ça, puisqu'il se trouve que le champ modélisation, c'est justement un champ où on ne voit même plus le code de la mesure d'axe correspondante. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses qui vont pas là-dessus aujourd'hui dans Power BI. J'espère que Microsoft nous écoutera les MVP là-dessus. Bon, en tout cas, ça marche. J'ai bien mon petit format, donc ça reste un format personnalisé, on va dire numérique au pourcentage, mais avec un petit plus devant. Alors là, malheureusement, j'ai pas d'exemple à vous montrer avec un moins. Je vais essayer, je vais vous le faire au hasard. On va mettre des agences, voilà, au pif, ça a marché. Donc là, par exemple, j'ai filtré sur l'agence d'Ajaccio, et vous voyez qu'ici, mon pourcentage de variation, si je compare mes ventes de mai 2019 versus mai 2018, j'ai fait moins 16%. Donc j'ai bien mes petites parenthèses ici. Les experts comptables sont ravis. Ils ont la même chose que dans Excel. On peut passer à autre chose.
Bref, hein, je plaisante évidemment, mais voilà, ces formats-là sont pratiques et sont disponibles aussi dans Power BI. OK? Donc vous avez vu le year to date, le all to date, le last year, les variables, l'utilisation des variables pour faire un all to date, l'utilisation des variables pour rendre le code plus lisible et plus performant dans le cas où vous voulez faire une comparaison nn-1 en pourcentage. Vous l'avez là sous les yeux. Il y a des questions sur cet exemple-là? Non, après, il y avait une petite question sur le mois précédent. Ah Enfin, bah il y justement, avait un petit débat sur parallèle période et tout, donc on y arrive. bah justement. Alors Mathieu, je vais te laisser le bonheur d'adresser cette problématique. Vas-y, je te laisse la main. Colle. Sur le mois précédent. Voilà, donc on Allez. va faire un dernier calcul temporel avant d'attaquer la prochaine thématique qui est la gestion de plusieurs dates, pardon. On va vous montrer un last month. Ouais. Dis Mathieu. Donc effectivement, pour tout ce qui est mois précédent, on n'est pas non plus obligé d'utiliser la fonction parallèle période. C'est vrai, il est un peu compliqué à prendre en main. Oula, pardon. On peut utiliser directement la fonction last month, previous month. Et au final, la syntaxe est exactement la même. On fait un calculate des ventes, mais on va utiliser la fonction previous month, pareil, qui va récupérer les dates depuis notre table calendaire. Et ça nous permet directement d'avoir un peu l'équivalent du same period last year en utilisant la fonction previous month. Quoi. Et après, pour la variation, on peut faire exactement la même chose, faire le m-1 divisé par m-1 et on obtient le même résultat. Alors, Mathieu, tu peux glisser la mesure. Ah, voilà, vas-y. Voilà. Donc, juste remettre en contexte. Hop. Petit zoom. Et donc, effectivement, ici, pour previous month, donc au niveau de juin 2019, je retrouve bien la valeur de mai 2019. Allez, Mathieu, je vais te prendre au dépourvu là. Allez. T'es prêt à te faire challenger? Allez. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je dis pas que c'est faux, hein. Ouais. Ça dépend de la problématique métier qu'on veut adresser. Qu'est-ce qui se passe si tu veux descendre à la granularité journalière avec cette formule? Imagine que tu glisses le champ date dans les axes d'analyse. Ouais, là, il n'y en a pas, donc on est content. Vas-y, mets une date sous le champ month hier. Ouais, mais ça va marcher parce qu'en fait, ça tombe que les premiers jours du mois. On est en mensuel. Ah oui, d'accord. Bon, bah, du coup, tu t'en sors bien. Ouais, c'est ça. Bon. Le petit souci, enfin, c'est pas un souci, attention, hein, c'est juste un comportement qui peut permettre de répondre à certains besoins métiers. La fonction, previous month, si vous avez des données journalières, donc par exemple, vous avez des ventes journalières, ce n'est pas le cas ici. Quand vous allez faire previous month, par défaut, il va retourner les ventes du dernier jour du mois précédent. Donc par exemple, si vous avez des ventes qui s'étalent sur, je ne sais pas, du 1er janvier au 31 mars, si vous faites un previous month dans un contexte où vous êtes au 15 mars, par exemple, il ne va pas afficher le 15 février, il va afficher le 28 ou le 29 février, selon si vous êtes... Et évidemment, quand je fais un calcul de la semaine, j'ai choisi le seul mois où il y a une année bissextile, 28 ou 29 février en fonction de si vous êtes sur une année bissextile ou pas. Donc, voilà, le previous month, il a ce comportement-là qui va récupérer en fait le dernier jour du mois précédent. Donc, quand on est en mensuel... Ouais, vas-y. Pardon. Quand on est en mensuel, ça pose pas de problème. Là, vous le voyez. Quand on est en journalier, parfois, ça permet de répondre à certaines problématiques métiers. Moi, je me suis déjà servi de ça volontairement pour pouvoir permettre de fixer en fait quelle était la valeur de départ. Mais si vous voulez récupérer la valeur vraiment précise de quelle était cette valeur-là il y a exactement un mois, donc par exemple, si on est au 15 mars, je veux avoir quelles étaient les ventes le 15 février, il va falloir utiliser une autre fonction qui est plus générique, qui est la fonction dateAdd. Tu peux la montrer, Mathieu, rapidement, si tu fais un dateAdd. Pardon. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert.
date, vas-y, Hop. nombre d'intervalles, -1. Allô? Ouais, pardon. Ouais. Un petit truc. Donc, date at, nombre d'intervalles, effectivement, on va revenir de 1 et l'intervalle, on va choisir les mois. Et ça permet. Ouais, donc, contrairement, ouais, effectivement, comme tu disais, d'ailleurs, ça existe, hein, le previous year, le previous month, et c'est pas à confondre avec le same period last year, quoi. Et malheureusement, il n'existe pas encore de fonction same period last month, mais au final, en faisant ça, on la retrouve, quoi. Donc là, c'est pas pour vous embrouiller qu'on vous montre ça. Dans ce cas particulier, ça retourne la même valeur puisqu'on analyse les données en mensuel. Si vous avez besoin d'analyser des données en quotidien, il faut bien faire attention à la fonction que vous utilisez. Et c'est pour ça qu'on vous renvoie vers dax.guide ou vers ce genre de ressources parce qu'il y a les principes, il y a les patterns et puis il y a l'utilisation. Et donc là, effectivement, dans ce cas-là, il faut bien faire attention à la fonction qu'on utilise. Donc voilà, bon, on pourrait vous faire un calcul de variation en pourcentage par rapport au mois d'avant, mais vous avez compris l'idée, ça serait quasiment le même principe que ce qu'on vous a montré tout à l'heure avec l'année d'avant. C'est juste qu'il faudrait changer les variables pour le mettre le mois en cours et le mois d'avant. Y a-t-il des raccourcis clavier pour taper le nom de table et de colonne? Alors, il y a même mieux que ça. Vas-y, Mathieu, je te laisse répondre. Ouais, bah, c'est la complétion automatique en fait. Donc en fait là, alors moi ce que je fais la plupart du temps, un peu par réflexe, c'est que je tape directement le nom de la colonne en fait. Donc si je veux récupérer par exemple l'agence ici, je vais commencer à taper AG et en fait en général il va me le mettre directement. Et là en fait je peux utiliser les flèches du clavier en haut et en bas pour me balader et récupérer le champ que je veux. Et une fois que j'y suis, j'appuie juste Entrée sur mon clavier. Et du coup, ça va très vite. Avec l'habitude, en fait, on prend les habitudes et ça va très vite, en fait, de compléter le code. Nickel. Voilà. Très bien, donc on enchaîne. Pas d'autres questions dans le chat. Je vais reprendre la main. On va parler. Vas-y. Désolé, hein, on enchaîne, hein, c'est assez intense parce on avait prévu de vous montrer pas mal de choses. Bon, après, on a commencé la session il y a à peu près 1 heure hein, de mémoire, parce que Jean-Pierre, on a démarré à 40. Ça fait une dizaine de minutes d'intro, donc on est à peu près dans les temps. On va traiter rapidement de cette problématique. Alors, je ne vais pas le coder devant vous. Je vais plutôt vous montrer le résultat et on va en discuter ensemble. Donc là, on change de thématique. C'est toujours sur l'analyse temporelle, mais c'est un cas un peu différent. Je suis sur un pattern de role-playing dimension. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est quand en fait, on a plusieurs objets d'une même dimension dans la même table. Par exemple, ici, dans ma table de vente, donc je suis sur un autre modèle de données ici, hein, pas celui qu'on vous montre, là, c'est un autre modèle. Donc je suis sur une table de vente, et vous voyez, dans ma table de vente, j'ai 2 dates. La date de commande et la date de paiement. D'accord? Le problème qu'on a dans Power BI, c'est qu'on ne peut faire qu'une seule relation active entre 2 tables. Donc ma table calendrier ici, je l'ai liée par une relation one-to-many à ma date de commande. Ce qui veut dire que du coup, par défaut, n'importe quel visuel que je veux faire en utilisant la table calendrier, ça passera forcément par la date de commande. Pourquoi? Parce que c'est la relation active par défaut qui est choisie par le modèle de données. D'accord? Donc c'est celle que vous voyez à l'écran, ici, entre ma date et ma commande. Vous remarquez également dans le diagramme ici que j'ai une deuxième relation qui est en pointillé entre la table calendrier et la table sales. Cette relation, si je passe la souris dessus, elle est entre la colonne date de la table calendar et la colonne date de paiement de la table sales, et elle est en pointillé. Pourquoi? Parce que cette relation existe, mais elle est inactive. C'est une contrainte dans Power BI. On ne peut pas créer des chemins ambigus. On ne peut pas avoir plusieurs chemins d'accès, plusieurs liens, plusieurs chemins entre 2 tables. Sinon, ça crée un modèle ambigu et Power BI ne saura pas par où passer pour faire les calculs et les filtres. D'ailleurs, si je double-clique sur cette relation et que j'essaie de l'activer, il va m'en empêcher en me disant « tu ne peux pas » parce qu'il y a déjà une relation active entre ces 2 tables. C'est celle-là. Et donc, il va falloir que tu passes par un autre moyen, une autre méthode pour pouvoir activer ces relations.
Donc, la première méthode pour modéliser des choses comme ça, alors là, on vous montre sur des dates, mais ça pourrait être autre chose, hein, ça pourrait être des clients, clients livrés, clients facturés. Hein. Projetez-vous dans vos contextes métiers à vous. Là, vous voyez des dates, mais ça pourrait être autre chose. C'est tout le temps le même principe. Vous allez garder la même table de dimension, vous allez créer comme ça le lien. Alors, si vous ne savez pas comment créer des liens entre deux tables, je vous le remonte rapidement, c'est très simple. Je clique, je dépose, c'est fini. Voilà, donc j'ai créé un lien entre date et date de paiement, inactif. Et là, en fait, vous allez avoir la possibilité en DAX, d'accord? En DAX, ici, vous le voyez à l'écran, cette mesure, elle me permet de dire, localement, pour répondre à ce besoin spécifique, cette mesure-là, Total Sales Paiement, elle ne va pas passer par la date de commande, mais par la date de paiement. Donc, c'est ce que j'ai précisé ici dans le code, avec la fonction useRelationship. Je lui dis, calcule-moi le chiffre d'affaires en passant non pas par la date de commande, mais en passant par la date de paiement. Donc, en passant par la relation qui, à la base, existe, mais est inactive. C'est celle que je vois en pointillé. D'accord? Et du coup, la bonne nouvelle avec cette méthode, c'est que je peux utiliser la même table calendrier, une seule table calendrier, pour voir successivement par date de commande et par date de paiement. Alors, il y a un petit souci de micro là. Oui, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Je m'en occupe. C'est Michel Kamwaga. Voilà. Donc, voilà, date de commande, date de paiement, avec l'use relationship. Donc ça, c'est une méthode qui permet de modéliser ou de gérer une role-playing dimension. Je garde une seule table de dimension et je vais me servir de la puissance du langage DAX pour modifier le comportement de la relation et passer par un ou un autre chemin. D'accord? Une autre méthode consiste en fait à dupliquer la table de dimension. Donc vous la voyez ici à l'écran. J'ai toujours une relation entre calendar et sales, mais je vais passer aussi par une autre table de dimension. Donc cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, je ne garde pas une seule et unique table calendar, mais je crée deux tables calendar, une pour les commandes, une pour les paiements. J'ai donc cette fois-ci ici une relation active entre la date de paiement de la table sales et la table calendar payment. D'accord? Et donc là, je n'ai pas forcément de souci de relation inactive ou de chemin ambigu, puisque j'ai une seule relation active entre ces deux tables. Et donc, je vais pouvoir successivement me servir, par exemple, si je passe ici par Total Sales et que je filtre cette fois-ci par la date de paiement, eh bien là, je n'ai pas forcément de problème. Hein. Il passe par la table Calendar Payment. Et donc, il va passer par cette relation-là. Et donc, il va filtrer en allant ici chercher la date de paiement. D'accord? Cette modélisation-là, qui consiste à dupliquer la table de dimension, elle a des avantages. Elle permet notamment de construire ce type de visuel qui est utilisé notamment dans l'assurance ou l'actuariat, mais qu'on peut aussi utiliser dans d'autres cas métiers, ou par exemple en logistique quand on veut visualiser des flux entre clients ou entre entités. Vous voyez ici, j'ai fait une matrice à double entrée. En ligne, j'ai mis la date de commande. En colonne, j'ai mis la date de paiement. Donc, vous voyez, j'ai utilisé successivement. Ça, c'est la date de commande. Ça, c'est ma date de paiement. Et il faut que je trouve une autre couleur. Vert. Ça, c'est la mesure total sales. Et du coup, en utilisant astucieusement le bon modèle et le bon visuel, je suis capable de faire une analyse en escalier, donc, dont l'interprétation est la suivante. J'ai fait 25 millions de chiffre d'affaires en janvier 2016. Et voilà comment s'échelonnent mes paiements. Sur ces 25 millions, j'en ai reçu 12 en janvier, 11 en février et 1,8 en mars. D'accord? Donc, ce type de visuel, qui peut être intéressant dans certaines analyses, n'est permis que par cette modélisation-là, qui consiste à dupliquer l'étape de dimension pour pouvoir répondre à la problématique. Donc ça me permet de répondre à votre question qui est, mais du coup, quelle est la meilleure modélisation? Il n'y a pas de meilleure modélisation là-dessus. Ça dépend, déjà, ça dépend ce qu'on entend par meilleur. Ça dépend de votre besoin métier, du type de visuel que vous voulez faire. L'une ou l'autre modélisation a des avantages et des inconvénients. Voilà. Ce que vous voyez aussi à travers cet exemple, c'est que vous pouvez tout à fait utiliser les deux méthodes dans le même modèle.
soit vous passez par ça, soit vous passez par ça. Mais dans mon modèle, ici, j'ai les deux. Et d'ailleurs, en fonction du type d'analyse que je vais vouloir faire, des pages que je vais vouloir creuser ou pas, des croisements que je vais vouloir focus, eh bien, je vais utiliser soit l'une, soit l'autre méthode. Hein, ces deux méthodes sont possibles conjointement dans un même modèle de données. Voilà, donc je suis allé un peu vite là-dessus, mais c'était pour avancer. Je pense que vous avez compris l'idée. Soit on garde une table de dimension et on utilise le DAX, soit on duplique la table de dimension et dans ces cas-là, on s'offre des croisements supplémentaires. Mais c'est vrai, on crée quelque part parfois de la confusion côté utilisateur final, puisqu'on rajoute une nouvelle table calendar qui va s'ajouter au reste du modèle. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça nécessite aussi d'être précis sur votre nommage, puisque ici, vous voyez que mes tables calendrier, pour ne pas introduire de confusion chez l'utilisateur, j'ai bien pris la peine de bien les nommer. Et vous remarquez qu'ici, par exemple, dans ma table de paiement, j'ai bien écrit Payment Date, hein, pour lever toute confusion. On voit parfois des modèles chez les clients où ils disent calendar 1, calendar 2. Oui, ok, bah là, vous avez perdu l'adoption de la Self-Service BI, puisque en fait, les gens ne sauront pas ce que c'est, calendar 1 et calendar 2. Donc, il faut bien nommer vos champs, vos colonnes, vos mesures, etc., pour lever toute ambiguïté et faciliter l'adoption de la Self-Service dans votre entreprise. Il y Donc avait une voilà. question, Tristan, Oui. mais je pense que la réponse est dans des précédents meet-up et je pense qu'on est hors sujet. Enfin, en tout cas, ça va au-delà du sujet. C'est le cross-filter versus le use relationship. Mais voilà, c'était pour le citer si tu veux en dire un mot ou sinon de renvoyer vers le bon meet-up où on en parle. Globalement, use relationship, c'est pour utiliser une relation inactive. Cross filter, c'est pour changer le type le type de filtre ou de relation qu'il va y avoir entre deux tables. Donc le use relationship, il va jouer sur les pointillés en fait. Et le cross filter, il va jouer sur une autre propriété de la relation qui n'est non pas son caractère actif ou inactif, mais plutôt ceci, la direction du filtrage croisé. Est-ce que vous voulez que ce soit unidirectionnel ou bidirectionnel? Je vous renvoie vers d'autres meetups précédents qui, en gros, vous découragent très fortement d'utiliser des relations bidirectionnelles dans vos modèles de données. Voilà. Donc là, si vous voulez, l'use relationship et cross filter sont des fonctions intéressantes parce que vous voyez que le DAX a cette couche d'abstraction. Hein, il est capable d'interagir et même d'écrire dans votre modèle de données puisqu'il peut changer les propriétés que vous avez stockées dans votre modélisation et dans votre modèle de base. C'est ça qui fait aussi à la fois la complexité, mais la richesse et la puissance de ce langage, c'est qu'il a vraiment cette capacité à interagir avec le modèle de données relationnel. Ok, bon, j'espère avoir réussi à vous convaincre qu'il n'y a pas de meilleure modélisation. Ça dépend de votre besoin métier, de ce que vous voulez faire, de vos problématiques, de la volumétrie. Voilà, on vous a présenté ici les deux méthodes qui permettent de répondre à ces problématiques. Encore une fois, prenez du recul. Là, on vous le montre sur deux dates, mais ça pourrait être un client facturé, un client livré, voilà, client sell-in, client sell-out, des choses comme ça. C'est pas forcément que sur du temps que vous allez retrouver cette problématique de Role Playing Dimension, RPD. D'autres questions? Très bien. Alors Jonathan qui nous dit c'était top, merci à tous. Jonathan, on n'a pas fini. Pas fini. Jonathan qui conclut le meet-up là. Alors, c'est peut-être parce qu'il doit y aller, Jonathan. Euh, Pas d'autres questions là-dessus? Ah, parce que Jonathan doit y aller. Bon, bah, bonne soirée, Jonathan, à bientôt. Bonne soirée. Je pense que vous pouvez enchaîner. Ouais, on 20h à finalise. table. Ok. Alors, on va faire la dernière thématique. Est-ce que tu veux t'en charger, Mathieu, ou je le fais? Ouais, c'est bon, Allez, attends, je partage. Allez. accrochez-vous bien. Donc, Là, on va monter le niveau de difficulté. ça va La monter d'un dernière coup là. démo. Ok. On vous a gardé le meilleur pour la fin, c'est le dessert, là. Donc, ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est que c'est intéressant déjà d'avoir des tables calendaires. On peut faire plein de calculs, d'indicateurs, etc. Et donc, on a vu. Alors là, j'ai mis pas mal de calculs de time intelligence qu'on a vu tout à l'heure et puis d'autres que j'ai fait en plus. Ok. Donc, alors d'ailleurs, ces deux-là, je vais les masquer. Pardon pour ça. Voilà, on n'a rien vu. Donc,
j'ai mon indicateur, comme on a vu, sales initial, tous mes petits calculate, voilà, previous month, same period last year, month to date, project to date, past to date, etc., year over year, enfin bref, c'est pas forcément optimisé. Mais dans l'idée, voilà, j'ai tous mes calculs temporels, mais sauf que, en fait, j'en ai plein des indicateurs. Et si j'ai envie d'avoir tous ces calculs temporels pour chacun des indicateurs, eh ben, ça fait beaucoup de calculs temporels à faire. En fait, là, typiquement, j'en ai 7. Il faudrait que j'en fasse 7 fois autant d'indicateurs principaux que j'ai, donc 7 fois 8 pour avoir tous les indicateurs de Time Intelligence. Okay. Et ça peut faire beaucoup, voilà, d'indicateurs à coder. Alors, petite astuce déjà, pour ceux qui l'utilisent, pour aller un peu vite dans le développement d'indicateurs, il y a Tabular Editor pour ça. Donc Tabular Editor, c'est un petit plugin qu'on peut installer au niveau de Power BI, qu'on peut ouvrir maintenant directement depuis Power BI, et qui nous permet en fait directement ici de calculer des mesures. Donc là, par exemple, au niveau des Time Intelligence, je vais pouvoir potentiellement dupliquer des mesures, remplacer dans le code directement. Donc ça, déjà, ça peut nous permettre de gagner un petit peu de temps. Okay, donc ça peut être sympa. Mais si on va plus loin, en fait, là, je fais à chaque fois la même chose. En fait, c'est à chaque fois un calculate de ma mesure initiale, et ensuite je change le contexte. Et en fait, à chaque fois, plus ou moins, c'est à peu près le même calcul. Et donc, ce serait sympa de pouvoir justement récupérer quelque part cette mesure un peu de façon dynamique et d'être capable en fait de générer ces calculs directement à partir de la mesure qui est créée ici. Et donc ça, vous le verrez plus en détail la semaine prochaine, mais je vais vous faire une petite introduction parce que ça, c'est en fait la magie des calculation groups, en fait, où je vais être capable ici, donc vous voyez là, j'ai défini exactement les mêmes mesures qu'ici, donc last month, last year, month to date, etc. Mais au niveau du code, si je zoome un peu par exemple sur le last year, hop, en fait, je fais bien le calculate et le same period last year, mais ici, et c'est là toute la folie, c'est qu'on va récupérer, en fait, on va utiliser la fonction selected measure qui récupère dynamiquement la mesure sélectionnée. OK? Et ça nous donne quoi du coup? Donc ça, je peux le faire pour tous mes petits calculs temporels. Je définis ici les mesures et ensuite, je vais être capable ici de mettre directement, non, c'est juste avant, voilà, de mettre ici un seul indicateur ici. Alors, mauvais exemple, pardon. Voilà, donc je vais mettre un seul indicateur sales sous forme de table et je vais utiliser ici donc le calculation group time intelligence pour l'afficher sous toutes ses formes temporelles. Voilà. Donc avec donc la période sélectionnée, la valeur l'année précédente, etc. Et je vais pouvoir donc derrière, je vais pouvoir en plus jouer avec ça. Donc je vais vraiment pouvoir mettre par exemple la notion de time intelligence en filtre et sélectionner quelle est la mesure que je veux afficher au niveau des visualisations. Okay, et ça va être capable en fait de me filtrer carrément, éventuellement, tout le rapport que j'ai construit, que je vais décider de passer en month to date ou en year to date directement, de façon dynamique. Et comme je vous l'ai dit, donc ça marche pour les sales, mais du coup, ça marche aussi pour tous les autres indicateurs. Si je mets, voilà, donc là, si je sélectionne les autres indicateurs, donc la marge, les coûts, etc., ça va marcher en fait pour tous les indicateurs et on aura toute cette time intelligence. Et au final, au lieu de créer 7 x 8, 56 indicateurs différents, j'en ai que 8 à créer et 8 calculation groups pour un total de voilà, 16 au lieu de 56. Ce qui permet d'optimiser pas mal. Voilà. Et donc, vous verrez tout ça en détail la semaine prochaine où
Voilà, c'était un petit teaser en fait. Sur les calculation group. Le meet-up de la semaine prochaine est dédié là-dessus. Guillaume rentrera beaucoup plus dans le détail. C'est quoi Tabular Editor? Comment on crée un calculation group? Comment on l'utilise? Quels sont les cas d'usage? Voilà, c'était un petit teaser. Il y a une question de Fanny qui nous dit, c'est génial, est-ce que ça existe dans SSAS? Alors déjà, pourquoi est-ce que vous utilisez encore SSAS? Non, en plus, vous êtes sur 2015. Bon, bah, dis donc. Raison de plus. Je vous pose la question, pourquoi est-ce que vous utilisez encore SSAS? Chacun son siècle. Hein. Alors, mais je pense que vous l'avez compris de manière générale depuis quelques années, c'est notamment vrai depuis 2 ans, Power BI pousse et Microsoft a vocation, enfin fait en sorte que Power BI devienne le vrai outil pour faire des cubes sémantiques, des modèles sémantiques et des cubes tabulaires. Est-ce que c'est disponible sur SSAS? Je pense que c'est disponible forcément sur Azure Analysis Services et peut-être sur SSAS 2019. Mais en tout cas sur 2015, non. Voilà. Cloud first. Bon, ben merci. On a fait le tour. Non, mais Mathieu, la démo des Calculation Group était très bien. Je pense que c'était un bon teasing. Ouais. On a fait pile 1h30. Ça me paraît pas mal, non, Jean-Pierre? Ça me paraît bien. Voilà, donc si vous voulez encore échanger quelques minutes, n'hésitez pas à poser des questions ou à activer votre micro. Voilà, n'hésitez pas. Et sinon, pour ceux qui restent et pour ceux qui nous regardent en replay, on vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir.